Notre premier focus va s'attacher à la classification des parasites. Un moment assez douloureux dans l'item, j'en conviens, mais indispensable tant pour répondre aux questions que pour avoir les idées claires sur les traitements qui en découlent. Donc on différencie les protozoaires des helminthes, protozoaires qui sont des parasites unicellulaires qui n'entraînent pas d'hypéréosinophilie, contrairement aux helminthes qui eux sont pluricellulaires et qui entraînent une hypéréosinophilie. Donc parmi les protozoaires, on retrouve l'amybiase et la giardiose. Hors parasitose digestive, vous retrouverez le paludisme et la toxoplasmose. Et parmi les helminthes, on différencie en sous-classes les platelminthes, donc platelminthes comme plat, et nématelminthes qui eux sont ronds. Parmi les platelminthes, on a les trématodes, parmi eux la fameuse grande douve du foie, et les cestodes qui sont segmentés comme les ténias. Et parmi les nématelminthes, on retrouve finalement la plupart des parasites de ce topo, à savoir l'ascaridiose, l'oxyurose, l'ankylostomose et l'anguillulose. Et si on sort un petit peu du cadre digestif, on retrouve les filarioses, les toxocaroses et j'en passe. Donc ce tableau, un petit peu complexe de premier abord, il faut bien le connaître parce que la thérapeutique en découle. Les protozoaires, c'est simple, c'est du métronidazole pour les traiter. Et les helminthes sont, eux, traités par l'albendazole, plus en particulier pour les platelminthes, le praziquantel. Donc, simple pour le traitement antiparasitaire, bien sûr il y a des subtilités, mais pour le CN, retenir ça, c'est déjà se tirer de pas mal de situations indemnes, si je puis dire. Voici nos petits parasites. Pour les helminthes, vous voyez qu'on les voit à l'œil nu, alors que pour les protozoaires, va falloir prendre un petit microscope quand même. Focalisons-nous à présent sur l'amybiase, donc un protozoaire qui peut avoir une forme intestinale ou tissulaire. La forme intestinale peut parfois évoluer vers une forme tissulaire, pas toujours. Inversement, la forme tissulaire a toujours été précédée par une forme intestinale, qu'elle ait été symptomatique ou non. Donc les différences entre les deux, c'est notamment au niveau clinique, puisqu'il n'y a pas de fièvre dans la forme intestinale, alors que la forme tissulaire est fébrile, c'est la fameuse hépatomégalie fébrile. Le diagnostic se fait par examen parasitologique des selles et coloscopie dans la forme intestinale, alors qu'on utilisera la sérologie et l'échographie dans la forme tissulaire. Enfin, le traitement est à peu près similaire, métronidazole puisque c'est un protozoaire et éthyliquinol de contact. Seule la durée du traitement change, 7 jours de métronidazole pour la forme intestinale, 10 à 14 jours pour la forme tissulaire. Focus numéro 3 sur le syndrome de Loeffler, un syndrome rare qui signe l'invasion parasitaire. Il est caractérisé par un fébricule, une toux sèche, des infiltrats pulmonaires radiologiques labiles, donc bougeant entre les radiologies pulmonaires, une hyperéosinophilie. Et les parasitoses concernées, ce sont des nématodoses, donc des vers ronds, les 3 A pour les retenir, ascaridiose, anguillulose et ankylostomose. Foie et parasitologie, un focus un peu particulier mais assez transversal. Vous êtes face à une hépatomégalie. Est-elle douloureuse? Dans ce cas, on va s'orienter vers les abcès, amibiens ou apiogènes, vers une tumeur maligne nécrosée ou vers une douve du foie, c'est ce qu'on appelle la fasciolose. Si l'hépatomégalie est indolore, à ce moment-là, on va plutôt s'orienter vers les kystes, qu'ils soient simples ou hydatiques, et dans ce dernier cas, on ne fait pas de ponction. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aucun élément clinique ni paraclinique ne va vous permettre de distinguer un abcès amibien d'un abcès apiogène, et dans ce cas, c'est la sérologie, voire la ponction, sérologie amibienne dans ce cas, qui va vous permettre de faire le diagnostic. Une iconographie sur l'abcès amibien pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc vous avez ici un scanner injecté puisque l'aorte descendante est hyperdense. Vous notez ici les éléments que sont le parenchyme pulmonaire, l'estomac et le foie bien sûr, le foie droit, et là c'est une masse que vous pouvez voir qui est nécrotique en son centre, et donc ça c'est un abcès amibien. Une deuxième iconographie sur la cysticercose, qui est donc la forme tissulaire de Taenia solium. Sur la gauche, une radiographie avec des calcifications sous-cutanées que vous apercevez, qui donc représentent les larves au niveau sous-cutané et musculaire du Taenia solium. Petit clin d'œil, c'est le premier épisode de la saison 1 de Dr House. Et sur la droite, une IRM cérébrale qui représente une lésion de cysticercose cérébrale, qui est une des premières causes d'épilepsie dans le monde. On arrive donc à la fin de notre topo avec un petit tableau récapitulatif.
que je vous conseille de voir à la fin de votre tour de l'item, parce qu'il s'agit d'un tableau simplifié qui est complémentaire du pili mais qui ne prétend pas le remplacer. Donc volontairement, j'ai laissé les cases vides de manière à ce que vous essayiez de les remplir mentalement quand vous allez réviser pour chaque parasite avant d'afficher les réponses. De cette façon, vous êtes dans une démarche active qui vous permet de mieux encoder les données et d'autre part d'éviter de vous endormir pendant vos longues heures de révision. Donc voici nos petits parasites, on retrouve nos protozoaires du côté gauche et nos helminthes du côté droit. C'est parti. La giardiose, l'agent pathogène, c'est Giardia duodenalis, qui est un agent cosmopolite. La clinique est dominée par une diarrhée chronique, voire une dyspepsie. Le diagnostic se fait par examen parasitologique des selles, voire les biopsies duodénales pour les formes chroniques. Il n'y a pas d'hyperéosinophilie vu que c'est un protozoaire, et le traitement, c'est le métronidazole avec contrôle de l'EPS à 1 mois. Il faut aussi savoir que c'est un diagnostic différentiel de la maladie cœliaque pour les formes plus chroniques avec une possible dénutrition. Et donc le diagnostic se fera à l'anapathe où on verra, en plus de l'atrophie villositaire subtotale, les parasites dans la lumière intestinale. Passons à l'amibiase qui est causée par Antemoeba histolytica, cosmopolite. La clinique, c'est soit la forme intestinale aiguë ou subaiguë, syndrome dysentérique sans fièvre, ou hépatique avec l'hépatalgie fébrile. Le diagnostic EPS et coloscopie pour la forme intestinale, sérologie et échographie pour la forme hépatique, on l'a vu tout à l'heure. Pas d'hyperéosinophilie, éventuellement une augmentation des polynucléaires neutrophiles si elle est hépatique. Le traitement métronidazole et tiliquinol, avec contrôle de l'EPS à distance. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amibiase hépatique succède toujours à une amibiase intestinale. Et en général, on peut facilement se passer de la ponction de l'abcès. On change de bord avec les helminthes. Donc le ténia, Ténia saginata s'il s'agit du bœuf et Ténia solium s'il s'agit du porc. Ténia saginata est un agent cosmopolite. La clinique est le plus souvent asymptomatique. On a éventuellement une urticaire, des douleurs abdominales aspécifiques et bien sûr des convulsions s'il y a une neurocysticercose. Le diagnostic pour changer une EPS ou des anneaux plats dans les selles retrouvés par le patient. Un peu plus poussé s'il s'agit d'une cysticercose avec un scanner cérébral et une radio des parties molles. Il y a une hyperéosinophilie vu qu'il s'agit d'un helminthe. Le traitement, c'est en premier choix le praziquantel ou bien de l'albendazole, voire une corticothérapie s'il y a une neurocysticercose. Et à savoir, Ténia solium est importé d'un pays non musulman où il y a élevage de porcs. Ensuite, l'ascaridiose, de son pathogène Ascaris lumbricoides, qui n'est pas cosmopolite pour le coup, et qui a comme clinique ce qu'on a dit tout à l'heure, le syndrome de l'eau-fleur, et une urticaire à la phase d'invasion. À la phase d'état, ça peut être asymptomatique, mais il peut y avoir des troubles digestifs avec notamment des syndromes obstructifs, une angiocolite, une appendicite, une pancréatite aiguë, puisque ce sont des vers de 10 à 20 cm qui bougent un peu partout et qui finissent par boucher les différentes voies. Donc si vous avez l'envie, vous pouvez taper ascaridiose sur YouTube, mais je vous déconseille de manger en même temps. Le diagnostic, EPS à la phase d'état et sérologie à la phase d'invasion. L'hyperéosinophilie est présente et le traitement est l'albendazole. Et enfin, l'oxyrose, dont l'agent pathogène est Enterobius vermicularis, cosmopolite, c'est le fameux petit ver des bacs à sable. La clinique peut être asymptomatique, peut se manifester par un prurit anal, des troubles du sommeil et des cauchemars, notamment chez les enfants, et une vulvovaginite chez la petite fille. Le diagnostic, pour le coup, c'est pas une EPS, c'est un Scotch test, et éventuellement les vers adultes visibles à l'œil nu. Il y a une hyperéosinophilie, et le traitement est l'albendazole avec contrôle de l'EPS à distance. À savoir, il faut traiter l'entourage. Et voilà, on en a fini pour les parasitoses digestives. Je vous remets nos stars du topo, en taille réelle au moins pour les helminthes. J'espère que ce petit tour de l'item vous aura aidé à l'appréhender. Et d'ici là, bon courage!